Actuellement, notre livre de jeu de rôle post-cyberpunk appelé Doxa est en financement participatif sur Ulule. Vous pouvez aller voir le lien dans la description. Et ainsi, c'est pour ça que cette vidéo est sponsorisée par Geek Me More. J'en parlerai plus à la fin de la vidéo. Doxa est un univers et un livre de jeu de rôle que je coécris depuis 5 ans avec Ephraim Beyé, monteur de quelques vidéos de cette chaîne. Nous lançons un financement participatif pour nous permettre de sortir le livre en version physique. À travers les descriptions du monde, nous vous donnerons les clés pour que vous puissiez vous-même créer vos propres scénarios sur Doxa, ainsi que de pouvoir les faire vivre à un groupe de joueurs. L'idée derrière Doxa, c'est qu'il n'y a pas une seule vision qui pourrait décrire le monde, mais des points de vue multiples. Pour cette raison, le livre sera raconté par plusieurs narrateurs différents, ayant chacun leur propre style. Et afin d'aller dans ce sens, c'est pour ça que cette vidéo de présentation ne sera pas racontée que par moi, mais par un ensemble de personnes constituées des joueurs, des correcteurs, des bêta-lecteurs et illustrateurs, pour vous parler de différentes choses autour de ce livre. Excusez-les d'avance car ce ne sont pas des vidéastes et n'avaient donc pas tous le matériel approprié pour enregistrer. La qualité sonore est parfois basse, mais les propos n'en sont pas moins intéressants. Revenons aux bases. Sur Doxa, il existe l'éther, une ressource au centre des enjeux politiques qui remplace l'électricité et le pétrole sur Terre et permet également l'utilisation de forces surnaturelles. Cette force a une explication scientifique, mais dans la rue, on vulgarise ça comme de la magie. L'éther est monopolisé par le Conseil des 14, regroupement des plus grandes mégacorporations de Doxa, ce qui prive certaines parties du monde de pouvoir se développer. Le monde sans éther, que l'on nomme HZ2 pour hors zone éthérée, ne connaît pas toujours la technologie et certaines civilisations vivent même au Moyen-Âge sans se rendre compte qu'il est possible de toucher le futur du doigt. Inspiré de jeux de rôle comme Numenera, Doxa vous propose d'embarquer à bord du post-cyberpunk dans une expérience de jeu semi-narrative, ce qui veut dire que les règles sont simples et encouragent la narration et le roleplay, même si un peu d'aléatoire sera de la partie comme tout bon jeu de rôle. Sur Doxa, vous incarnerez un Étherhead, une personne ayant récupéré la technologie du savoir immédiat, illégalement, et qui, à cause de ça, se voit pourchassé par le gouvernement et les chasseurs d'éther. Votre but sera d'user de votre curiosité pour vous mener dans les endroits les plus mystérieux de Doxa afin de trouver d'autres puces que vous pourrez vous greffer et ainsi augmenter vos chances de survie. À quoi sert le financement participatif ? Doxa est fini d'être écrit. D'ailleurs, c'est pour ça que vous pourrez lire le livre gratuitement, sans mise en page et illustration, en cliquant le lien dans la description ou en allant sur notre site. Un audiobook est aussi présent sur la chaîne pour ceux qui préfèrent. Néanmoins, nous ne donnerons que la partie univers gratuitement dans un premier temps, car si le financement arrive au palier numéro 3, nous vous donnerons également sans mise en page le système de jeu, le bestiaire, les pré-tirés et des scénarios. Le financement participatif nous sert donc à financer la production d'un livre en couleur et couverture cartonnée, ainsi que le jeu de cartes indispensable pour jouer à Doxa. Néanmoins, même si nous avons déjà quelques illustrations, les différents paliers nous permettront d'en obtenir suffisamment pour pouvoir produire un beau livre. Actuellement, nous avons besoin de 120 illustrations supplémentaires et nous aimerions également faire une lettre secrète que nous mettrons dans chaque livre et qui ne sera à ouvrir que lorsque vos joueurs arriveront sur un endroit spécifique de l'univers de Doxa. Cette lettre apportera un complément aux règles du jeu pour pimenter vos parties ainsi que des ajouts à l'univers, un peu à la manière des compartiments secrets de Pandemic Legacy. Cette lettre sera débloquable au palier numéro 3. Une fois le financement terminé, s'il est réussi, vous devriez recevoir les contreparties que vous aurez choisies dans un délai maximum de 1 an, dû principalement au fait que 120 illustrations vont prendre du temps à être réalisées, ainsi que la mise en page, la production des boîtes, des cartes et des dés sont aussi à prendre en compte. Mais sachant que nous avons déjà tout le texte fini et corrigé, cela ne devrait pas nous prendre plus de temps. En attendant, vous pourrez trouver sur la chaîne pour supporter le financement l'audiobook de Doxa, des interviews qui sortiront bientôt, une partie filmée et des vidéos classiques de la chaîne axées sur la thématique du cyberpunk. Partie 2. Doxa dans les détails. Doxa est un univers de post-cyberpunk. Nous ne disons pas cyberpunk parce que, même si cela fait partie de la même catégorie,
Le livre ne se concentre pas forcément sur les thématiques classiques du genre et parfois a un visuel plus moderne et moins dépressif que son compère. J'ai eu la chance de pouvoir parler avec Antoine Saint-Épondil, auteur du blog Cosmo Orbus et d'un livre sur le cyberpunk, ainsi que d'analyse de la Horde du Contrevent, pour parler de la signification de post-cyberpunk. Le post-cyberpunk, ça part de là, c'est-à-dire on a un courant littéraire qui est le cyberpunk, qui est un courant contestataire, subversif, qui est fortement ancré dans la culture punk et qui cherche donc à faire de la science-fiction subversive, qui est donc un truc anticapitaliste, etc. Et le post-cyberpunk, à partir de là, c'est le courant qui a poursuivi après que le cyberpunk ait été déclaré mort par ses instigateurs. Après, on peut être d'accord avec eux ou pas. Moi, je pense, c'était le sujet des articles que tu as lu d'ailleurs, que le post-cyberpunk a encore... le cyberpunk tout court a encore beaucoup de choses à dire. Le post également, il distingue le cyberpunk classique par le fait qu'il est un peu plus positif en général. C'est-à-dire qu'il est moins désespéré que le cyberpunk originel et puis ses différentes déclinaisons actuelles par des personnes qui sont plus capables de prendre acte du monde dans lequel ils vivent pour vivre avec, pour vivre au-delà des limitations de cet univers-là. À travers cet univers de post-cyberpunk, sur Doxa vous pourrez explorer plusieurs régions avec chacun leurs particularités et architecture unique, que ce soit dans les mégacités ou dans le monde extérieur. La seule chose qui était frustrante, je pense, c'était juste qu'on sent que le monde, il y a plein de choses à découvrir, t'as fait plein de niveaux et tout ça, et du coup c'est limite frustrant de jouer juste à une seule partie de l'histoire dans tout ce monde. Moi je sais que j'avais envie de découvrir tout d'un coup, mais en même temps ça veut dire que ça fait un jeu de 48 heures, quoi. Tu peux pas faire ça. Mais justement, c'est ça qui donne encore plus envie de refaire d'autres jeux. Parce que tu sais que tu seras pas juste bloqué sur un scénario. Il existe plein de sortes de scénarios que tu peux faire juste avec un monde. C'est ça qui est trop bien. Et justement, je me dis, c'est bien parce que du coup, ton univers, il est propice à créer des scénarios, mais qui sont très, très variés. Sur des mystères qui sont très, très locaux, des choses qui se passent à l'échelle d'un quartier, que sur des choses qui vont avoir des impacts énormes. Question système, le jeu est très simple. Vous avez 5 compétences notées sur 20. En situation stressante, vous lancez un dé approprié à la compétence requise et le but est de faire en dessous de la valeur que vous possédez. Imaginons que vous avez 5 en style. Pour réussir, il faut faire moins que 5 ou 5. Le truc, c'est que sur Doxa, vous raterez souvent vos jets puisque tout le monde aura des valeurs plutôt basses. Cependant, un système de sacrifice vous permettra d'influencer sur le résultat de vos dés. Un joueur a 2 jauges, une de PV et une d'éther. Si l'une des deux tombe à 0, l'autre voit sa valeur actuelle divisée par 2. Et si les deux tombent à 0, le personnage décède. Ce n'est pas plus compliqué que ça, notre fiche de perso est fournie, mais il y a des rappels de règles dessus pour que vous n'ayez rien à mémoriser. Comme par exemple le déroulement d'un tour, comment fonctionnent les armes, les sacrifices, et les bonus de dés. En bas de la feuille, vous trouverez des axes qui vous permettront de créer votre idéologie en vous plaçant plus ou moins à droite ou à gauche des positionnements de votre personnage sur les axes. Sachant que sur Doxa vous serez un Etherhead, vous gagnerez des puces qui seront sous forme de cartes à jouer. Si la carte que vous piochez est de la même classe que vous gagnerez les effets communs et les bonus. Si la classe est différente, alors vous appliquerez les effets communs et les malus. Plus vous équiperez de puces, plus ce sera négatif pour votre santé et vous perdrez de l'éther en conséquence. À vous de jongler intelligemment entre les puces qui vous donnent des malus et celles qui vous donnent des bonus en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Moi, pour Doxa, la première fois que j'ai joué, du coup, c'était pas avec toi. Mais par contre, je trouvais ça super bien. Au niveau, j'ai trouvé ça beaucoup plus compréhensible que ce que je pensais. Et je trouvais qu'au niveau de... Pourquoi tu pensais que ça allait pas être compréhensible ? Parce que je connaissais pas du tout en fait, l'univers des jeux de rôle, tout ça. Et je m'attendais vraiment à un jeu assez compliqué, comme un jeu vidéo où t'arrives et tu comprends pas les touches. Et là, au fait, je me suis retrouvée avec un personnage qui était plutôt facile à utiliser dans les personnages que t'avais déjà fait toi. Je pense que si j'avais vraiment créé mon personnage, j'aurais mis déjà un peu plus longtemps à comprendre, mais vu que pour la première fois, je trouvais ça très bien. Et que tout était bien inclus. Et moi, en tant que première joueuse, je me suis pas en plus sentie un peu
mis à part, j'ai réussi à bien trouver ma place et je trouvais que le scénario était bien ficelé et tient en haleine même quand tu joues en 5 heures. Donc c'est ça que j'ai trouvé bien. Et quand on a joué que tous les deux aussi, je trouvais que ça marchait très bien. J'avais peur justement aussi que le fait qu'on soit que 2 et qu'on ne soit pas 5 ou 6, ça gêne beaucoup. Mais en fait non, ça marchait bien. Le scénario s'adapte toujours bien. Et moi c'était un vrai plaisir de jouer à Doxa. Ce qui nous a plu dans la création de Doxa, c'est aussi quand on est arrivé avec le système d'armes improvisées. En fait, sur Doxa, toutes les armes blanches sont illégales. C'est pour ça que si vous voulez vous battre, vous devrez prendre tout et n'importe quoi à portée de main. Je dirais à un moment, j'ai lancé une poubelle sur un... Je sais plus comment ça s'appelle. Un surf black. Un surf black. J'ai bloqué dans une poubelle et ça calait bien. Après, il est sorti, mais ça allait. Mais voilà. Chaque fois, de juste dire quand on commence un combat, de juste rappeler qu'est-ce que vous utilisez. D'un coup, les joueurs vont se redemander ce que tu leur as présenté dans une salle, ou ce que tu leur as présenté dans le décor dans lequel ils sont en tout cas. Et d'un coup, ils vont te sortir des trucs. Le truc, c'est un truc à la con, mais par exemple, le fait que dans mon scénar, où ils étaient dans une salle informatique, il y a l'infirmier, le médic, qui prennent un clavier et qui s'en servent pour lancer des sorts. C'était génial. Ce qui m'intéresse dans votre système, c'est la surprise que ça occasionne. Vous avez tablé tout un tas de trucs fun, je veux dire, l'objectif c'est de s'amuser et donc on peut se retrouver avec un bras grippin qui pousse une chansonnette au moment où on essaie de s'en servir, plutôt qu'un bras vraiment fonctionnel. Mais bon, pas de bol, c'est ce bras qu'on avait pu greffer à l'époque et je sais pas trop, je pense que c'est un petit peu le genre d'équipement qu'on peut se retrouver avec des surprises comme ça en jeu, vraiment des surprises assez poignantes et toujours dans le thème du cyberpunk, mais avec des fois des délires bien fumés. Je pense que ça va me plaire. Ça. Au-delà du jeu, au niveau du livre lui-même, vous serez introduit avec un premier chapitre assez déroutant, mais qui servira à donner le ton. Le Eric André Show commence avec le présentateur qui rentre sur le plateau et qui défonce tout de plein de façons différentes en fonction de l'épisode. Mais l'idée, c'est juste montrer directement à quel point ça va être absurde et à quel point ça casse immédiatement toutes les conceptions qu'on se fait d'un talk show. Pourquoi ça marche l'introduction de Doxa malgré sa dureté et les choses horribles qui sont dites dedans? Pourquoi est-ce qu'on se dit immédiatement c'est de l'ironie et c'est absurde? Et c'est justement parce que il y a ce contraste vraiment immédiat entre ce que tu t'imagines d'un livre de jeu de rôle et une introduction de jeu de rôle et la façon dont c'est représenté dans Doxa, où on arrive, on rentre immédiatement dans le point de vue de quelqu'un et que cette personne, c'est la pire personne qu'on pourrait imaginer. T'as pas le temps d'assimiler qu'au final, t'es déjà obligé de te mettre dans la tête de ce perso et t'es déjà obligé de... finalement, t'es un peu obligé d'en rire et de rentrer dans le délire au final. Et Monsieur Corp, c'est un personnage qui décrit ce livre comme lui appartenant, qui se vante d'avoir écrit ce livre. Et en fait, il décrit souvent sa vie en mégacité comme peinard, les doigts de pied en éventail, tout ça. Mais il met toujours de l'ironie en disant ouais, donc on bouffe notre soupe de thé, on ferme notre gueule, quoi. Mais pour lui, il présente l'HC2, la campagne, comme des connards rignards, alors que finalement, on ne sait pas qui sont vraiment les connards rignards entre les gens en campagne et les gens en mégacité, quoi. Et c'est un peu vraiment, il dit, voilà, il faut que tu te fasses à ta situation et que tu te démerdes. Et finalement, d'avoir ça directement dans l'intro, il y a aussi une lecture un peu métatextuelle où tu dis aussi au lecteur, voilà, tu t'as vu comment c'est, comment ça va être, t'as vu à quel point ça peut être horrible, et toi aussi il faut que tu te démerdes, toi aussi il faut que tu t'habitues. La suite du livre sera moins violente et racontée par plusieurs narrateurs afin de briser le manichéisme de Doxa et de montrer la nuance dans un monde où mégacité et monde extérieur cohabitent. Au niveau du livre, en fait, ouais, moi, ce qui fait que j'accroche complètement, c'est comme tu l'as très bien décrit pendant la préface, en fait. C'est pas uniquement un livre de règles. C'est un livre qui est très, pas uniquement littéraire, mais t'as une histoire derrière, t'as des petites bribes d'histoire, des bribes de vie.
Et ça, vraiment, ça me plaît. Au final, toute l'histoire dans laquelle tu décris justement le monde HZ2, cette histoire de chien que tu suis presque du début jusqu'à la fin, je trouve ça super intéressant et super émouvant. Et ça, c'est le cas pour tout, en fait. J'aime bien ces petites incursions, en fait, dans les vies des gens. Cette façon que tu as eu de décrire, en fait, cet univers en prenant des bribes de vie et en les découvrant comme ça. Franchement, ça, je peux dire, mais j'ai beaucoup aimé. Alors, moi, ça me dérange pas. Je comprends que ça... En fait, c'est pas que ça dérange, c'est que ça change les habitudes. Au début, on a peut-être un peu de mal à s'y faire. Au début, j'avais du mal à me représenter pas le concept, mais j'avais du mal à me représenter certaines zones, justement, à cause du manque d'objectivité des personnages. Et puis après, je me dis, justement, en fait, c'est génial, parce que ça me laisse, moi, la place de décrire les choses que je veux. Et le point de vue des personnages m'aide, par exemple, à créer d'autres personnages qui vivent dans ces lieux-là, avec un point de vue un peu calqué sur le leur. En fait, ça m'aide à comprendre comment le monde évolue dans Doxa, et du coup, ça me permet de me dire comment les joueurs vont évoluer au sein de ce monde, parmi les gens qui évoluent dans Doxa. Et je trouve ça plus intéressant d'avoir le point de vue des gens qui vivent dans le monde plutôt que la description du monde. C'est comme par exemple pour les romans historiques ou bien de la philosophie. Quand c'est un roman philosophique ou quand c'est un roman avec de l'histoire, ça te marque beaucoup plus et ça t'aide beaucoup plus à te rappeler des faits qui sont mis en avant par l'histoire. Ces histoires nous permettent aussi d'avoir un point de vue très nuancé du monde et de ne pas juste dire « la technologie c'est mal et le monde extérieur c'est bien ». Quand je découvrais au fur et à mesure le livre en corrigeant, au début on était là en mode le monde il est quand même présenté de manière vachement manichéenne, et puis quand tu réfléchis aux problématiques, quand tu vois en fait même c'est écrit noir sur blanc, que en fait c'est juste des gens qui sont menés par même pas par leur intérêt personnel, mais au fait c'est limite ce qu'on attend d'eux au fait d'agir de façon égoïste. Et c'est pas au fait parce qu'ils sont méchants, mais s'ils font ça, c'est parce qu'ils ont des objectifs propres, et parfois c'est même des objectifs avec une morale derrière, ou pour rendre le monde un peu meilleur. Mais du coup en surface, ça rend le monde manichéen. Et c'est intéressant de se dire qu'au fait le monde restera manichéen tant qu'on décide pas de s'y plonger. C'est que tu vas trouver des gros salauds, mais tu vas trouver des gens qui ont des rêves. Toute la description des patrons des industries en mégacité, au final, je les trouve très, très humaines, et tu peux vachement avoir de l'empathie avec ces personnes. De dire, ok, c'est des gens qui n'ont pas forcément des règles morales très, très acceptables au sens où on les connaît, mais ils ont tous des rêves, ils ont tous des envies, et tout ce qu'ils veulent, c'est les avoir et les créer. Ainsi, nous présenterons différentes thématiques comme l'impact de la manipulation ou plus généralement de l'utilisation de la parole dans un monde où tout est présenté sous forme de pub télévisée. C'est vrai que la parole prend beaucoup de place dans Doxa, et c'est justement là tout l'intérêt de jouer Doxa au fait. Je pense que les joueurs devront s'adapter à ce monde où ils devront contourner les pouvoirs mis en place par la parole, par jouer de leur charme entre guillemets, pour se hisser une place au sein d'une société, ou au contraire se casser de cette société, se placer au fait vis-à-vis des autres, et la parole au fait les aide beaucoup là-dedans. Comme on en a parlé tout à l'heure un peu avec l'introduction, Doxa ne se présente pas toujours de façon très sérieuse. C'est pour ça que Monsieur Corp, le gars qui a introduit le livre, est assez vulgaire, même si cela change au fur et à mesure. Mais j'ai bien aimé ce que m'ont dit les correcteurs à propos de l'humour de Doxa. Et c'est assez surprenant de constater avec quelle familiarité le narrateur parle dans un premier temps. Quand tu lis l'introduction de Doxa et après le livre de Doxa, tu te dis « Ah, le narrateur qui me parle, il dit des choses que dans un autre livre, on n'aurait pas censuré, mais qu'on aurait adouci, par exemple avec une figure de style ou avec une tournure de phrase. » Et ce que j'ai aimé dans Doxa, c'est que c'est un peu une poésie du terrible. C'est-à-dire qu'il y a en même temps une espèce il y a quelque chose de cru, en fait, dans le vocabulaire, et qui, d'une seconde à l'autre, se transforme en instant poétique et magique. Et c'est un décalage vraiment très particulier, très singulier. Et la deuxième partie que j'ai beaucoup aimée, qui est beaucoup plus courte, mais qui résume finalement assez bien l'idée qui résume de manière très efficace l'idée que tu as voulu transmettre, c'est votre sale gueule de merde. Tu présentes au fait une amourette, un coup d'un soir entre un homme avec une prothèse
robotique et une androïde. En fait, la description physique entre chaque être, la manière dont leur feeling passe et tout ça, c'est là qu'on voit que tu transmets en fait que dans Doxa, tout se passe par le physique, mais aussi par la connexion que tu fais entre les physiques des gens. Que tu appartiens à une catégorie suivant ton physique et que justement ça peut jouer en bien ou en mal en fonction de toi. Là, en l'occurrence, ça joue en bien parce que c'est juste pour un coup d'un soir, mais derrière, on se rend compte que le coup d'un soir, c'est plus pour un plaisir personnel que pour un plaisir partagé en fait. En fait, dans tout le livre, il y a une telle richesse de façon de parler. Comme je disais, à un moment, on va te dire ah là, tu vois, les gens, ils sont en train de faire l'amour d'une façon vraiment crue. D'un autre côté, on va te développer des sentiments d'un personnage pour un autre de manière très douce, de manière très, très attendrissante. D'un autre, tu vas avoir une description de la société totalement ironique et comique. Ça change tout le temps et c'est totalement en adéquation avec l'univers où tout se passe trop vite, trop lentement, il se passe tout et rien en même temps. Les personnages parlent mal, très souvent. Ils parlent mal français. Et moi, je me souviens, quand je corrigeais, ça m'agaçait. Genre, il y avait plein de nœuds qui manquaient, plein de petits trucs qui manquaient, mais c'était fait exprès. Et c'est bien, ça donne du caractère aux personnages, justement, si plusieurs d'entre eux ont différentes façons de parler, comme Ivy qui mettait des mots en anglais quand elle parlait. Donc, on savait que c'était elle, on la reconnaissait avec ça. Ça permet de donner des caractères, je trouve que c'est très important. Finalement, Monsieur Corp n'incarne pas du tout la vision de Doxa. C'est vrai. C'est bien vrai. Ouais. Je pense que ça peut être intéressant de lire Doxa dans son entièreté, puis revenir à cette introduction et voir à quel point elle clash au final avec les idéaux mêmes de Doxa. Parce que tu commences vraiment comme un citoyen de Doxa. Et on dézoome de plus en plus en voyant de plus en plus de points de vue. À la fin, au final, on a une Doxa. On a la Doxa qui nous permet après d'analyser le point de vue de ce personnage et de voir son point dans cette Doxa et de pouvoir l'analyser dans son entièreté et de voir que dans le spectre complet, elle ne représente pas la philosophie complète de cet univers. Parce que t'es un peu comme... regarde ça de loin, ce qui se passe sur Doxa. Et donc, c'est pour ça que ça te permet d'avoir un peu plus d'humour sur tout ce qui se passe là-bas, même si c'est plus macabre. Et je trouve que l'humour noir, c'est une bonne manière de justement pas que ça soit trop lourd, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses tristes qui s'y passent. En parlant de choses tristes, au milieu du livre, il y a une histoire qui est racontée et qui fait plus de 100 pages, afin de vous plonger dans la peau d'un cartographe qui va parcourir chaque région de Doxa et chaque mégacité, afin de vous les décrire. The World of State is Missouri, c'est un type qui est engagé par une corpo pour faire le tour de Doxa, en fait, pour la cartographier, avec sa femme et sa fille Ivy. Et il lui arrive beaucoup de choses, évidemment, beaucoup de péripéties, beaucoup de drames. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est qu'il nous présente le monde en tant que cartographe. Il ne nous présente pas le monde, comme tu disais, sous forme de liste. Il le présente à travers ses propres yeux. Par exemple, au bout d'un moment, il arrive devant la capitale et il fait bon, la capitale, je peux même pas être objectif, donc je vais même pas vous la décrire. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, en fait, que le personnage est plus guidé par ses émotions et par son vécu plutôt que de dire ah bah là, tiens, il y a 3 bâtiments et une mairie. Très honnêtement, moi j'ai beaucoup apprécié le chapitre The World's Default State is Missouri. Parce qu'au final, l'histoire de chien, elle est assez longue, mais je l'aime beaucoup en fait dans son... Je trouve que c'est très malin la façon dont tu l'avais incorporé au texte. Parce qu'au final, ça reste une description de toutes les régions, de toutes les mégacités, de toutes les zones que tu vas trouver, que les joueurs pourront trouver en HZ2, et en même temps c'est un récit et c'est très bien mené. Il y a de la l'histoire elle est quand même touchante au final, et alors c'est pas juste un chapitre, c'est un énorme chapitre, mais j'ai beaucoup aimé cette partie là. Une dispute entre son père et sa fille parce que la fille ne lui parle plus depuis des mois, et ils sont dans la merde et tout d'un coup ils s'énervent et ils lui donnent une claque, et ce moment était vraiment intense et j'étais scotchée sur place, j'étais assise devant mon ordi, j'étais là, oh, je me sentais tellement mal.
Je pense que ça aide à l'immersion en fait. Lorsque tu veux faire jouer un univers, le fait de lire juste des règles et un descriptif un peu aseptisé de l'univers, ça aide pas trop à s'immerger dedans. Alors que quelque chose vu par les yeux de quelqu'un qui est dans l'univers, donc comme une histoire avec le protagoniste chien dont tu parles, là oui, ça, forcément, tu es dans l'univers, donc tu as déjà une réponse à ta première problématique en tant que créateur d'histoire, créateur d'aventure. Ok, c'est quel ton, quelle ambiance doivent avoir les aventures dans cet univers. Et ça répond déjà à cette problématique-là qui est souvent peu exploitée, peu explorée, je veux dire, dans les autres jeux. Donc, pour moi, c'était une force. Hein. Et ça, c'est quelque chose sur lequel vous avez bien raison de rester fidèle à vous-même là-dessus. C'est une vraie force pour votre jeu, j'en suis sûr. Nous vous proposerons aussi 4 scénarios, dont un où vous n'aurez pas besoin de lancer de dés. Déjà, faut savoir que Doxa se base sur le principe de la résolution de mystères. En fait, les joueurs se doivent de découvrir des mystères. Ils sont amenés par le maître du jeu à récolter des indices et à comprendre en fait au fil de l'aventure ce qui se passe. Et ce que j'aime beaucoup dans les scénarios, c'est alors j'aime un scénario en particulier plus que les autres. C'est un scénario en fait justement il n'y a pas de combat. Il y a même il est précisé qu'on n'aura peut-être pas besoin de jet de dés. Le scénario comment il s'appelle déjà? Adieu Clanza. J'ai trouvé super intéressant parce que justement en fait c'est là qu'on voit que la parole prend beaucoup de place dans Doxa parce que c'est uniquement avec les interactions avec les personnages non joueurs que les joueurs pourront trouver la solution et peut-être réussir leur mission. Et dans les autres scénarios pareil, c'est exactement la même chose. Le combat se place en tout dernier recours et c'est vraiment en faisant des mensonges, des faux semblants, en usant de leur intellect et de leur parole qu'ils vont pouvoir s'infiltrer dans des endroits pour réussir à récolter des indices. Sur ce scénario-là, à Joe Clanzar, je me suis dit merde, qu'est-ce qui va arriver si jamais la navette arrive à aller sur Naenia? Qu'est-ce qui va se passer si l'embargo va disparaître en fait, va être complètement détruit? Qu'est-ce qui va se passer pour Doxa? Qu'est-ce qui va se passer pour les habitants? Quelles vont être les nouvelles découvertes qui vont être faites? Maintenant qu'on a vu en détail l'univers, revenons un peu au système. Qu'est-ce que vous attendez de ce système? En fait, j'allais pas en parler, mais j'avais un peu dans la tête, je me suis dit, c'est un peu con qu'il n'y ait pas de cartes dans le jeu, parce que ça irait super bien. Et du coup, tu viens de dire ça et je mais c'est génial du coup. Je pense que le système de cartes participe à cet effet de surprise et à cette originalité que vous avez au niveau du système. C'est pas le premier jeu qui utilise des cartes, hein, c'est sûr. Par contre, c'est peut-être le premier où ça va être un mélange d'augmentation cyber, de luddisme et d'éléments des fois décalés, voire des fois un petit peu dans la thématique sombre du cyber, un peu trash quoi. C'est un petit mélange de tout ça et je suis assez preneur. Le système de sacrifice dont je vous parlais tout à l'heure va lui permettre pas mal de stratégies et de rebondissements et c'est très simple à utiliser. Vous avez bien aimé le système qu'on puisse se faire des sacrifices, où on perd des points pour modifier la valeur du jeu? Ouais, ça carrément. C'est super bien. C'est en même temps un petit peu frustrant et je trouve que ça rentre encore plus dans le système du roleplay, de vraiment jouer un personnage, du fait que tu peux perdre des choses qui peuvent te faire avancer, donc tu dois vraiment choisir et je trouve qu'il y a encore plus du coup cet intérêt pour le personnage où tu vas rester avec lui et t'es ce personnage. À cause de ces sacrifices, et même de la difficulté du jeu en général, on a posé la question si nos joueurs trouvaient ça trop difficile, et voici ce qu'ils ont pensé. Je trouve que le scénario en soi est difficile, mais c'est la bonne difficulté qu'il y a. C'est pas... ça va pas être difficile au point que ça te dégoûte de jouer et que t'en as marre, c'est vraiment juste c'est difficile parce qu'il faut que ce soit difficile un peu, sinon c'est pas drôle de jouer, mais c'est pas frustrant comme difficulté. À part le fait du hasard où tu peux enchaîner des dés vraiment nuls et du coup ça te fait chier, mais en fait ça allait parce que bien. Les moments où on savait pas trop quoi faire, en fait pas trop quoi faire par rapport à pas à l'histoire, mais genre juste on sait pas où aller, on avait trois directions et on savait pas trop quoi faire. En fait on a rencontré dans le jeu un type qu'on devait casser la gueule et finalement on lui a pété la gueule, ça allait bien. Donc, c'était cool en fait. Il y a des fois genre... Le mec avec la casquette. Ouais, le mec avec la casquette. Ah ouais, en plus j'ai récupéré une casquette, j'étais grave content.
Mais voilà, en fait, c'est bien ficelé quoi. Doxa est une œuvre aussi avec beaucoup de références partout. Pour moi, c'est directement, c'est similaire à ce qu'on appelle la culture hip-hop, la culture street art. Vraiment le côté, l'utilisation, vraiment le côté, on utilise des samples en fait. On utilise des choses qui existent déjà pour créer quelque chose qui nous appartient, quelque chose d'original. Ce côté référencé marche aussi sur la carte du monde, où vous trouverez beaucoup d'allusions à Final Fantasy, mais est aussi très belle et je trouve donne envie de jouer. J'ai bien aimé ce que nous a dit Lunart, l'illustrateur qui a dessiné cette carte justement. Elle a un pouvoir évocateur et en fait, je me rappelle le brouillon que tu m'avais envoyé. En effet, il n'y avait pas le niveau technique, mais il y avait déjà un pouvoir évocateur sur les noms, les terminologies et ces choses-là. Donc je me suis dit, très bien. Ça propose vraiment quelque chose d'intéressant derrière. Il faut voir après à quel point c'est construit en jouant un petit peu dans l'univers, en se faisant une idée ou en lisant le background. Ceci dit, je suis parti déjà d'office avec le parti pris que c'était certainement, comme je me l'imaginais, hyper cool. Et voilà, c'est comme ça que j'ai produit la carte, dans cet état d'esprit. On a beaucoup aimé travailler avec Lunart parce que c'est comme si ces illustrations nous avaient aidé à concrétiser l'univers que nous avions dans nos têtes et ainsi bâtir un univers à partir des illustrations, ce qui permet une cohérence avec le visuel et l'univers et un aspect très fusionnel. Je crois que le premier gros kiff que j'ai eu, c'est l'illustration que j'ai faite pour la première fiche perso. Et en fait, il s'avère que elle était pas du tout adaptée à la fiche perso en l'état, sauf que j'avais vraiment kiffé la faire. J'étais à l'époque à fond dans l'ambiance V pour Vendetta. Je crois que je l'avais re-regardé pendant que je faisais l'illustration, donc ça m'avait vraiment touché. Et il y avait un petit côté Brésil mélangé à V pour Vendetta dans cette illustration, donc ça avec les grandes tours vertes. Je sais pas, cette illustration me parle, elle me touche. Je trouve qu'elle fonctionne plutôt bien. Et peut-être que la deuxième fiche perso qu'on a fait ensemble, là, qui est d'ailleurs presque terminée, a priori, il nous reste quelques petites modifs et ça devrait être beau. J'ai posé la question de comment est-ce que les gens nous voyaient bosser sur Doxa depuis des années et ce qu'ils ont pensé sincèrement. Il n'y a pas de souci, c'est-à-dire qu'il y a une écoute, il y a un échange, c'est un peu les conditions de travail idéales pour moi parce que c'est pas un conflit d'ego, c'est juste l'objectif, c'est de l'atteindre le mieux possible. Moi je trouve que c'est la bonne méthode pour bosser correctement, quoi. Depuis que je te connais, personnellement parce que je te connaissais avant quand même sur YouTube, mais en fait je trouve ça génial le fait que depuis que je te connais et jusqu'à maintenant, je sais pas si je t'accompagne, c'est vraiment le bon mot, mais je suis le projet, je vois un peu comment ça évolue, t'es ouvert aussi aux suggestions, et c'est pas un truc fermé, c'est pas genre, c'est ton bébé, mais c'est pas genre uniquement le tien, tu vois, c'est genre, tu travailles avec quelqu'un d'autre, tu fais partager tes idées, tu vois si des trucs peuvent marcher, tu tentes des trucs, je trouve ça génial en fait, comme ça marche. Ouais, c'est pas un monde fermé où t'as l'impression que tout sort, c'est peut-être un peu méchant de ce que je vais dire, mais que tout sort d'un délire d'un mec qui reste tout seul dans sa chambre. Donc, tu sais, où t'as l'impression que c'est totalement fermé et que tu pourras pas rentrer et que la personne est vachement genre non, je ne change rien. Là, t'es toujours en train de donner tes textes à d'autres personnes, voir si ça marche. Si tout est bien fait pour que tout le monde comprenne et voir qu'est-ce qu'on pourrait modifier, et c'est ça que je pense qui donne le côté encore plus ouvert. Je crois que Byakuya est d'accord avec moi et voilà. Moi j'espère juste que tu vas intégrer Byakuya dans le jeu Doxa. Byakuya ne sera que dans les remerciements malheureusement. Mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de gens qui se prétendent, alors je dis bien se prétendent créateurs de jeux, ils se prétendent à l'origine d'idées nouvelles, alors en fait ils ont souvent un manque d'expérience et beaucoup d'envie, et ça c'est souvent le cas dans les jeunes joueurs, et je m'étais dit que ça pouvait être un peu votre cas à l'époque. Je m'attendais pas à ce que vous produisiez derrière, parce que ces gens-là souvent parlent beaucoup mais produisent peu, et parce que tout simplement la démarche créative, le processus créatif, ils le maîtrisent pas encore, c'est normal, ça prend du temps, c'est pas évident à maîtriser, c'est pas quelque chose qui
t'improvise en fait, il faut s'entraîner, il faut accepter d'échouer, il faut accepter de se relever, et puis affronter de nouvelles épreuves régulièrement. Donc ouais, voilà, j'ai été très agréablement surpris lorsque vous étiez revenu me voir en me disant ben voilà, nous on a avancé, on en est là, on a besoin de toi pour c'était à l'époque pour le logo, puis ensuite pour l'écran de jeu qui servait aussi de couverture. Donc voilà, j'ai envie de dire, ça m'a prouvé que vous étiez pas seulement des gens qui parlaient, mais aussi des gens qui agissaient derrière. Et ça, c'était vraiment un point très positif parce que, comme je disais, bien souvent on rencontre des gens qui parlent, qui ont des idées, c'est-à-dire tout le monde a un peu des idées, mais les concrétiser, c'est autre chose. Et là, on y était. Nous, ce qu'on a trouvé bien avec Lunart, c'est que qu'importe si le projet avait eu du mal à démarrer ou si nous étions immatures au début, Lunart s'est toujours donné à 100% en produisant des illustrations incroyables. Ça, c'est juste une question d'être professionnel derrière. Lorsque tu vends une prestation, tu essaies d'accomplir du mieux possible. Tu essaies de faire en sorte que derrière, le client soit satisfait. Mais si toi-même, tu n'es pas satisfait du boulot que tu donnes, le client le sera peut-être ou pas. Enfin, ça dépend de son œil. Ceci dit, si le client, lui, il s'est pas rendu compte qu'il y avait un problème, ça sera d'autres personnes. Dans tous les cas, ça se verra. Donc, donner au maximum, c'est toujours ce que je fais, en fait, quand je bosse. Donc, j'essaie d'être toujours comme ça. Alors, évidemment, des fois, c'est plus difficile que d'autres. Ça dépend de la relation que j'ai avec les clients, en fait. Mais globalement, j'essaie toujours de donner le maximum. Bon, c'est aussi un peu ma carte de visite, au final. Donc, je peux pas me permettre de faire quelque chose un peu moins quali, comme tu dis. C'est pas quelque chose qui est possible, en fait, tout simplement. Sinon, on peut pas vivre dans mon métier, tout bonnement. Au final, j'ai conclu en posant cette dernière question. Comment vous voyez le projet Doxa se créer au fur et à mesure ? Complet. Super complet. Personnellement, du coup je te connais depuis l'été dernier, enfin non, l'été d'avant. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on se voit, tu me parles de Doxa et que c'est pas pour me répéter la même chose, c'est juste pour me dire les choses en plus qui arrivent, ce qui se passe, comment ça évolue. Et j'ai l'impression que ça s'arrête jamais et que le monde est tout le temps en totale construction. Et c'est vachement intriguant et excitant à l'idée de vouloir aussi découvrir ce monde. J'ai l'impression que Doxa fait vraiment partie maintenant de toi, Novacorp. C'est vraiment l'esprit de Doxa. Il y a vraiment un truc qui s'est créé, comme une nouvelle ville, hein, quelque chose. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est limite que ça existe, moi, tellement j'en entends parler et j'ai envie de voir que ça existe. Je trouve ça super. J'espère que cette vidéo aura répondu à beaucoup de questions, et si le projet vous plaît, ce serait un immense honneur si vous alliez participer au Ulule. C'est un projet que nous construisons depuis tellement d'années, et il y a eu tellement de personnes qui ont bossé dessus. On est à 2 doigts de rendre ça réel, et ce sera grâce à vous. Et surtout, pour le coup c'est ultra important, partagez le plus possible cette vidéo à vos amis qui pourraient être intéressés. Ça vous prendra littéralement 30 secondes pour copier-coller le lien de la vidéo ou du Ulule et de la partager. Merci encore à Geek Me More d'avoir sponsorisé cette vidéo. Geek Me More, c'est le premier site de rencontre pour geeks français, avec plus de 250 000 inscrits. Vous pourrez bénéficier de 3 jours gratuits en utilisant le code NOVACORP, tout attaché. J'espère sincèrement que vous pourrez trouver des amis, ou même peut-être l'amour, sur Geek Me More. Tenez-moi au courant, ça me ferait extrêmement plaisir. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos sur Doxa et Novacorp, et merci d'avance de votre soutien.